Bienvenue dans le 22 minuit, toute l'actu vue du Sud. Voici les titres de ce journal. À Marseille, la série noire continue. En une semaine, 4 personnes ont été tuées par arme à feu. Hier, un homme a été grièvement blessé dans les quartiers nord. Plusieurs centaines de personnes ont participé aujourd'hui à une marche blanche à Montpellier en hommage à Salah. Il y a tout juste un an, ce jeune homme de 22 ans a été tué devant la discothèque Le Milk. Le coup de gueule des parents d'élèves de l'école nationale dans le 3e arrondissement de Marseille. Ils dénoncent la vétusté de l'établissement. Et puis, les salariés des Moulins Morel reprennent espoir. Un repreneur sérieux serait sur les rangs. Mais en attendant, il faut surveiller l'outil de production pour ne pas qu'il soit déménagé sauvagement. Mais tout d'abord, donc, cette série noire qui continue à Marseille. Hier, un homme a été grièvement blessé dans une tentative de règlement de compte. Ça s'est passé dans la cité Saint-Barthélemy, dans le 14e arrondissement. En une semaine, ce sont 4 personnes qui ont été tuées par arme à feu. Alors pourquoi cette soudaine flambée de violence? Y a-t-il une guerre des gangs à Marseille? Élément de réponse avec ce reportage de Romain Péric. Les équipes de la police scientifique examinent les lieux de la tentative d'assassinat d'hier à 17h30 dans le 14e arrondissement. L'homme d'une trentaine d'années, touché par 3 reprises au thorax, à la hanche et à la cuisse, a été transporté grièvement blessé à l'hôpital Nord. Une tentative d'assassinat qui clôt des vacances de printemps meurtrières. Après un apaisement en février et mars, la litanie des règlements de compte reprend du service. 4 en moins de 10 jours. 10 morts dans les Bouches-du-Rhône depuis le début de l'année 2014, principalement concentrés dans les quartiers nord de Marseille. Des meurtres en plein jour sous les yeux des passants sur fond de trafic de stupéfiants. On est loin des mafias organisées d'autrefois. Aujourd'hui, on peut qualifier de petits groupuscules qui vont être dans des cités, qui vont tenir une cité ou 2 cités avec un chef de réseau certes, mais qui n'a rien à voir avec un parrain comme on pouvait le voir il y a 20 ou 30 ans. Aujourd'hui, c'est un petit dealer qui va progresser dans la hiérarchie et qui va devenir chef de réseau, qui va tenir 1 ou 2 cités, mais très rapidement parce qu'il va être très remplacé, parce qu'il va être ou incarcéré ou malheureusement tué, abattu. Difficile aujourd'hui d'identifier les groupes et les organisations de délinquants. Le trafic va de plus en plus vite et de plus en plus violent. Les protagonistes sont de plus en plus jeunes et de plus en plus déterminés pour un marché de plus en plus juteux. Il y a un an, jour pour jour, Salah, 22 ans, a été tué d'un coup de couteau un cœur à la sortie de la boîte de nuit montpelliéraine Le Milk, avenue de la Mer. À l'appel de ses proches, plusieurs centaines de personnes ont participé à une marche blanche cet après-midi depuis le parc Tastavin jusqu'à la préfecture de l'Hérault. Un hommage au jeune homme, mais aussi une marche pour réclamer justice. La famille de Salah estime que toute la lumière n'a pas été faite autour de cette rixe mortelle. Écoutez. Il y a eu, je crois, 7 à 9 personnes qui ont attaqué mon fils. Et aujourd'hui, il y a un mineur de 15 ans qui est en prison et tout le reste sont dehors. Et en plus à Montpellier. Ils n'ont même pas respecté les parents, la sœur, la famille, les amis. Et je ne sais pas quoi dire d'autre. Déjà que la justice soit faite et que ça fasse du bruit, qu'on n'oublie pas notre ami qui est parti déjà très très tôt. Et voilà, que ça fasse le maximum de bruit sur Montpellier, aux alentours, et que tous ceux qui se sentent touchés, voilà, ils se rallient à notre cause, tout simplement. Et surtout que la justice fait son boulot et que les personnes qui ont fait ça payent, mais qui payent vraiment au maximum. Surtout qu'ils ferment la boîte de nuit. Aujourd'hui, je suis là pour ça. Il est mort dedans, il doit fermer. On en vient maintenant à la colère des parents d'élèves de l'école nationale dans le 3e arrondissement de Marseille. Ils ont bloqué ce matin l'accès aux classes pour dénoncer la vétusté de l'établissement. Un établissement où des manquements graves aux consignes de sécurité ont été signalés. Marguerite Kioch. 8h30, un jour de rentrée. Après plusieurs courriers envoyés à la mairie, parents et enseignants n'ont trouvé que le blocage de l'école pour se faire entendre. Les classes sont petites aussi, et on est serré et on travaille mal et on est trop serré. Et en plus, il y a des pigeons des fois morts qui tombent d'en haut et on les voit tomber. Il y a des cafards dans les casiers. L'école accueille plus de 400 élèves, 2 fois trop selon les enseignants, ce qui pose des problèmes de sécurité. Dans ces anciens appartements, les issues de secours ne sont pas aux normes. Chaque année, il y a quand même des visites faites par les pompiers. Donc, comment on peut aujourd'hui continuer à laisser une école ouverte? Moi j'ai dit, c'est une bombe à retardement. Début janvier, un comité d'hygiène et de sécurité a pointé de graves manquements. Interpellé par les parents, l'inspecteur de l'éducation nationale rappelle que c'est à la mairie de faire les travaux. Ma fille, j'ai peur de la mettre dans cette école. Pourtant, je suis très contente des instituteurs et de leur travail.
La seule chose que je peux faire, c'est appuyer votre demande et va vous demander une entrevue avec les responsables et l'inspecteur d'académie parce que cette école, elle est dans un état d'urgence. Voilà. Du côté de la mairie, on assure que des travaux seront réalisés cet été. Du rafistolage en attendant l'ouverture d'une nouvelle école dans le quartier en 2015. Nous avons décidé la construction d'une nouvelle école sur la caserne Bugeaud qui est dans le même quartier et ça sera proposé au conseil municipal du 23 juin. Les parents ont décidé de bloquer à nouveau demain. Une délégation sera reçue à la mairie en après-midi. Autre titre ce soir avec le combat des salariés des Moulins Morel à Marseille. Ça fait maintenant 6 mois qu'ils occupent la semoulerie située dans le 12e arrondissement. Un combat qui pourrait bien s'avérer payant. Un repreneur sérieux a déposé une offre. Mais en attendant, les salariés doivent se montrer vigilants pour conserver leur outil de production. Sidonie Caneto. Des dizaines de camions comme celui-ci stationnent depuis ce matin aux portes de l'entreprise Moulins Morel. La direction a tenté de les faire rentrer pour charger du blé stocké à l'intérieur. C'était sans compter sur la mobilisation des salariés qui surveillent leur outil de travail depuis 6 mois, jour et nuit. On a mis les voitures devant, on est tous arrivés, tous on se mis dehors, devant. Et après ils sont partis, ils ont constaté, ils n'ont pas arrivé à sortir le blé. Donc ils sont repartis. La préoccupation principale des 60 salariés résistants de l'entreprise fondée en 1860 est surtout la reprise de leur usine par un entrepreneur local qui sauverait les emplois. On était donc au siège de ce repreneur et on a travaillé cette offre, elle est sérieuse et on est confiant, il faut que Nutrixo rentre en négociation. Le 25 avril dernier, une offre a été refusée par la direction actuelle des Moulins Morel. Depuis, les salariés en concertation avec l'éventuel repreneur ont retravaillé l'offre. Celle-ci doit être présentée cette semaine au commissaire régional du redressement productif et à la direction de Nutrixo. Le combat paye. On n'est pas sûr du résultat final, mais s'il n'avait pas été fait ce combat, évidemment que l'usine aurait été déjà démantelée, que des machines seraient sorties et que même s'il y avait un repreneur qui serait présenté, il serait venu, il aurait dit mais regardez, il n'y a plus rien dans cette usine. Nutrixo devrait se prononcer la semaine prochaine sur le projet de reprise. Les salariés de leur côté continuent de se relayer afin d'empêcher tout démantèlement du site. On s'intéresse à présent aux élections européennes. Elles se tiendront le 25 mai. C'est un scrutin qui ne passionne pas les foules, c'est le moins qu'on puisse dire. Pourtant, le rôle du député européen a changé. Il est devenu plus important. Alors pour mieux tenter de comprendre l'intérêt de ces élections, le mode d'emploi préparé par Sidonie Caneto. 28 États membres de l'Europe, ce sont 500 millions d'Européens appelés à choisir les 751 représentants qui siégeront au Parlement pour les 5 ans à venir. Mais quel est le rôle d'un député européen ? Il a trois grandes fonctions. Il a une sorte de fonction législative, il participe à ce qu'on appelle la législation européenne, avec le Conseil notamment. C'est lui qui vote le budget de l'Union européenne, c'est pas rien. Et troisièmement, il a une fonction de contrôle de l'exécutif. Les députés européens sont élus au suffrage universel direct depuis 1979. Les élections se déroulent la même semaine dans tous les pays européens. Comment se déroule ce scrutin ? La France est divisée en 8 grandes circonscriptions dites régionales, chaque circonscription regroupant plusieurs régions. Il y a donc 8 circonscriptions, 7 en métropole et 1 outre-mer. Tout citoyen européen peut-il voter et qui peut se présenter aux élections européennes ? Tous les ressortissants de l'Union européenne peuvent voter dans le pays qu'ils souhaitent. Non seulement ils peuvent voter, mais ils peuvent être élus. C'est ainsi d'ailleurs qu'en 2009, Daniel Cohn-Bendit, qui est de nationalité allemande, a été tête de liste en Île-de-France pour les européennes. Une fois par mois, en séance plénière, les députés se réunissent au siège du Parlement européen à Strasbourg. On passe au résumé de l'actualité de la journée, en bref et en images. Un Français garde de l'ambassade française tué à Sanaa au Yémen. Les hommes armés ont pris pour cible le véhicule dans lequel il se trouvait avec un garde français et un yéménite. Tous deux ont été grièvement blessés. Les autorités soupçonnent Al-Qaïda d'être impliqué dans cette attaque. Un drame qui intervient alors que le Yémen a affirmé hier avoir tué 37 membres du réseau terroriste. Les
prévisions de la France revues à la baisse par la Commission européenne. L'exécutif européen table sur un déficit public de 3,4% pour la France l'année prochaine. C'est mieux qu'en février où elle prévoyait 3,9%, mais encore loin de l'objectif de 3%. Le ministre des Finances, Michel Sapin, a immédiatement réaffirmé la détermination du gouvernement. Jusqu'à présent, à ceux à qui j'ai expliqué en détail les choses, il y a toujours été un accueil extrêmement favorable. C'est notre participation à la croissance européenne. Spectaculaire tentative de braquage d'une bijouterie près de l'Opéra à Paris. Les malfaiteurs ont utilisé un petit camion pour tenter de défoncer d'abord la porte d'entrée principale, puis une des vitrines du joaillier Bucherer. Des malfaiteurs décidés mais qui sont repartis bredouille. Un poteau en acier installé à la fermeture du magasin, derrière le rideau de fer, a bloqué le véhicule. Aucun blessé n'est à déplorer. Le dossier a été confié à la brigade de répression du banditisme. Voilà pour l'actualité nationale. On passe maintenant à l'actualité internationale avec Le Monde en 120 secondes. Justine Chauvin. En Ukraine, les violences entre pro-russes et forces armées continuent. Ce matin, la ville de Sloviansk a été touchée par des escarmouches meurtrières. On dénombre plusieurs dizaines de morts, dont au moins 4 soldats ukrainiens. Selon les observateurs, les rebelles pro-russes seraient directement armés par le régime de Vladimir Poutine. Accusation niée par Moscou. Le Japon secoué ce matin par un séisme de magnitude 6 sur l'échelle de Richter. 17 blessés légers sont à déplorer, mais la centrale de Fukushima a été épargnée. Pour rappel, situé au confluent de 4 plaques tectoniques, le pays enregistre chaque année plus de 20% des séismes les plus puissants du globe. Le groupe terroriste Boko Haram a revendiqué aujourd'hui l'enlèvement de 200 lycéennes capturées à l'est du Nigeria le mois dernier. Ils affirment qu'elles seront traitées en esclaves, vendues ou mariées de force. Des dizaines de manifestations ont déjà eu lieu pour demander leur libération. Reprise du procès d'Oscar Pistorius après 2 semaines d'interruption. Johan Stender a été appelé à la barre ce matin. C'est la première personne que le champion paralympique a contacté après le drame. Ses propos confirment la version de l'accusé. Il l'a décrit comme un homme brisé, désespéré, implorant. La cour pourrait prendre plusieurs semaines pour rendre un verdict.